Loin de tout, au bout du monde, se trouve un archipel isolé entre la mer de Tasman et l'océan Pacifique, la Nouvelle-Zélande. L'histoire de ce pays est l'une des plus courtes du monde, car il s'agit d'un des derniers territoires découverts par l'homme il y a seulement 1000 ans. Quand les Maoris, peuple du Pacifique, ont posé les premiers les pieds sur cette terre, ils ont fait face à une nature inquiétante, dominée par des volcans menaçants et transpercés de geysers. Ils l'ont baptisée la Terre aux longs nuages blancs. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, où s'alignent des volcans sur près de 40 000 km², ce territoire hostile et sacré impressionne par son climat et ses paysages grandioses. Il faut attendre 1840 pour que des colons anglais commencent à défricher et cultiver ces terres sauvages. Près d'un siècle plus tard, la Nouvelle-Zélande s'est tournée à l'exportation et l'activité portuaire d'Auckland témoigne de l'ouverture de cet archipel au commerce mondial. Depuis 40 ans, sur l'île du Sud, dans la vallée de la Marlborough, de nouveaux pionniers ont réussi le pari audacieux de faire pousser de la vigne. Avec près de 17 000 hectares, elle est la principale région viticole du pays. Peter Yeland est l'un des plus importants producteurs privés de Nouvelle-Zélande. Il a réussi ce tour de force de bâtir un vignoble de 2000 hectares sur une terre imprévisible et capricieuse. Voici le dégât principal causé par le tremblement de terre. Un très gros choc. Il y a eu un renflement de l'autre côté. Elle a bougé sur son socle et s'est affaissée. En gros, elle a perdu plus de 7 cm. Regardez ce renfoncement. C'est là que la cuve s'est écrasée. Ça sortait comme ça et maintenant c'est passé de convexe à concave. C'est ça le problème. On ne peut donc plus l'utiliser car on ne peut pas la nettoyer. La Marlborough Valley et ses vignobles sont situés sur un important système de failles qui s'étend du nord au sud du pays. Elles sont connues sous les noms de failles de Waro, d'Awatere, Southern Valley. On y recense jusqu'à 20 000 secousses par an. Cet appareil s'appelle en Nouvelle-Zélande un trig, un poste de triangulation. Il a été placé ici par un géologue afin de mesurer les mouvements de la Terre. Ici, les plaques se rencontrent. Cette plaque sur laquelle nous nous trouvons se soulève. Elle soulève cet appareil, ce qui lui permet de mesurer les mouvements de la Terre. Il y a à peine 2 ans, nous avons subi un tremblement de terre de forte magnitude, environ 6,8 sur l'échelle de Richter, qui a beaucoup ravagé la région. L'épicentre était à 5 km d'ici, dans la mer. Et lorsque ça s'est produit, cet appareil s'est soulevé d'environ 20 cm et s'est déplacé vers le nord d'environ 15 cm. En gros, la première plaque est ici, l'autre a glissé dessous et l'a soulevée. Et vous savez, c'est à chaque fois de très courte durée et ça se produit tout le temps. Mais ça montre bien comment cette terre a surgi hors de la mer. Le 14 février 2016, un séisme d'une forte magnitude ébranla toute la côte aux abords du vignoble. Là-bas, sur cette falaise au loin, appelée Vernon's Bluffs, un tremblement de terre s'est produit. Il y avait des milliers et des milliers de tonnes de terre roulant vers la mer. Ce qui a créé une sorte de mini-tsunami à cause de l'effondrement. Ça a détruit un joli village de pêcheurs un peu plus bas. J'espère que nous n'aurons plus d'autres tremblements de terre de cette échelle pendant quelque temps.
D'une région à l'autre, la nature néo-zélandaise fait la démonstration de sa force. Du nord au sud s'étend une chaîne volcanique dominée par le Tongariro encore actif. Ici se termine la ceinture de feu du Pacifique qui borde l'océan sur 3 continents. Tout semble rappeler le dieu des volcans et des tremblements de terre, Ruwaimoko, créateur du monde pour les premiers peuples de l'île. Le docteur Mike Johnston, géologue et sismologue, étudie depuis 20 ans les stigmates de ces manifestations telluriques et plus particulièrement celles présentes dans la vallée viticole de la Marlborough. La Nouvelle-Zélande est un petit pays isolé dans le Pacifique, loin de tout. Et la raison à cela est qu'elle est à la frontière entre la plaque pacifique, qui passe sous l'océan Pacifique, et la plaque australienne, qui s'étend sous la mer de Tasman jusqu'en Australie et en Inde. Sans ce recouvrement de plaques, la Nouvelle-Zélande n'existerait pas. Dans ces régions montagneuses, il existe plusieurs failles, parmi lesquelles la faille alpine qui s'étend jusqu'au bout de l'île du Sud. L'érosion provoquée par cette faille a formé les vallées principales de la Marlborough. Les fleuves élargissent les vallées en érodant les montagnes des deux côtés, ce qui crée des plaines fertiles qui se sont transformées en vignobles depuis 2 décennies. En dépit des caprices de la terre, ces grandes étendues ont été mises en valeur. D'abord par l'élevage extensif de moutons, longtemps la principale activité agricole de l'île. Mais depuis 40 ans, les pâturages laissent place à des rangs de vignes. Les surfaces viticoles représentent aujourd'hui 35 000 hectares. Une évolution étonnante pour un pays qui n'avait aucune tradition viticole à l'origine. Une histoire que Steve Austin, historien et conservateur au musée de la Marlborough, essaie d'écrire en recueillant les archives et les témoignages des viticulteurs. Les premiers colons commencèrent à apporter des moutons et des vaches avec eux. À cette époque, dans cette Nouvelle-Zélande victorienne, toutes les grandes fermes possédaient de petits vignobles, des vergers, des potagers. L'histoire de notre vin implique aussi réellement les premiers missionnaires catholiques, qui produisaient du vin pour les sacrements et les communions. Mais vraiment, à Marlborough, la première exploitation commerciale du vin commença au début des années 1870-1873. Et c'était un vigneron écossais du nom de David Heard, installé à Meadowbank. Et c'est vraiment 100 ans après, autour de 1973, que tout commence. Quand la société Montana décida d'acquérir de grandes fermes à Marlborough. Elle cherchait depuis un certain temps une région où faire pousser du raisin à une très grande échelle. Et c'est en un week-end qu'elle est devenue un des plus grands propriétaires terriens. C'était des terres destinées à l'élevage de moutons, et peu à peu, ils ont vendu les moutons pour cultiver du raisin sur les meilleures terres. C'est ainsi que débuta l'histoire de l'industrie du vin dans Marlborough. Nous avions une main-d'œuvre qui savait parfaitement travailler à l'extérieur, dans toutes sortes de conditions climatiques. Grâce à notre industrie liée à l'acier inoxydable, nous avons pu fabriquer des cuves pour le vin. Tout était déjà sur place. Donc lorsque la société Montana était prête à investir dans la Marlborough, nous aussi, nous étions prêts à nous lancer dans l'aventure. En seulement 2 générations, l'essor de la viticulture en Nouvelle-Zélande s'est mué en un véritable succès commercial auquel les communautés maoris qui ont peuplé l'île à son origine ont également pris part.
bord du ferry, au milieu du détroit de Cook, du nom de son illustre découvreur anglais, James Wheeler incarne la culture maori. Acteur de la sauvegarde de cette culture, c'est aussi le fondateur du seul vin maori du pays, le Tohe. Nous avons récupéré les terres qui nous avaient été confisquées par le gouvernement en 1977. On a commencé à cultiver nos pommes, nos kiwis et nos poires. Je crois que c'est à ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir sur notre culture maori, ce que nous pouvions en faire. On s'est dit pourquoi ne pas faire pousser certains de nos raisins pour en faire du vin et écrire ainsi notre histoire sur l'étiquette pour ensuite l'exporter à travers le monde. Tohe, notre domaine, fait aujourd'hui partie intégrante de la culture viticole néo-zélandaise. Et il existe, à n'en pas douter, un arôme propre à la culture maori. Notre culture imprègne aujourd'hui le vin néo-zélandais. La culture maori a imprégné la culture anglo-saxonne de l'île. Cette reconnaissance culturelle touche et influence toutes les communautés. Le vignoble de Tohe est situé dans l'Awatere Valley, une sous-région de la Marlborough. Ici, on y perpétue de génération en génération l'art du powiri. Et c'est dans l'intimité de l'entreprise familiale que cette cérémonie d'accueil rend hommage en ce jour au patriarche de retour de voyage. Loin des images touristiques où se rassemblent des dizaines de Maoris en tenue traditionnelle, l'origine du powiri se limite à un seul guerrier défiant les hôtes et rappelle dans cet acte que cette cérémonie était exécutée aussi bien pour l'accueil des amis que des ennemis. En accord avec les âmes des ancêtres et des dieux protecteurs, le guerrier invoque Mère Nature pour saluer l'honneur du viticulteur. Le karanga, la voix aiguë d'une femme, signifie la bienvenue aux visiteurs du domaine et appelle à l'échange. Une cérémonie rituelle de la rencontre et de l'acceptation qui se termine par le hongi, la poignée de main maori. La nature est une composante essentielle de la culture maori. Elle n'est jamais très loin quand il s'agit d'identité. Là, j'ai reçu la nouvelle étiquette. Tu veux la voir? Regarde, elle est très bien. Je suis sûr qu'elle va te plaire. Ah oui, il se distingue vraiment des autres. Ça représente bien le tout, le déploiement de la vie. Absolument. Et là en bas, il y a deux personnages. C'est toi et moi sur le côté gauche, debout sur Papatuanuku, la terre, notre terre ici. Notre vignoble et des gens qui travaillent avec nous. Et nos bras sont levés, cherchant à atteindre le ciel, à atteindre notre horizon. Le koru est toujours là avec nous sur la nouvelle étiquette. Donc nous n'avons pas oublié d'où nous venons. Et c'est très important, tu me l'as déjà dit, de ne jamais oublier d'où on vient. Gardiens de leur terre, les Maoris sont de fait gardiens de leur environnement où les éléments mer, montagne, rivière ou encore lac sont considérés comme des dieux. Cette culture maori, basée sur le respect de la nature, se retrouve aujourd'hui plus largement dans un mouvement d'agriculture durable que Peter Yeland partage désormais. Sans cesse à la recherche de solutions pour préserver l'écosystème, il fabrique un compost à l'aide d'éléments naturels. Ici, nous avons ce que j'appelle du paillis, ou compost. Là, c'est plus du paillis. Et c'est principalement de la sciure et des coquilles de moules venant de nos industries, pour qui je travaillais dans mon enfance. C'est un mélange très très riche
C'est un produit génial. Tout ce tas va pourrir, toutes les matières organiques vont disparaître. Ça prend à peu près 1 an et ensuite, ce qui reste, c'est une couche de coquille. Ce concept est mon bébé, le fruit de mon esprit, si vous préférez. Et on le considère à présent comme une bonne méthode. Mais quand j'ai commencé, certaines personnes doutaient. Ces gens étaient inquiets à cause de la quantité de sel contenu dans ce mélange. Parce qu'ici, le sol est déjà assez salé. Mais dès que cette méthode a porté ses fruits, tout le monde m'a suivi. C'est génial. Et tout le monde s'en est attribué le mérite. Un mérite qui tient en premier lieu à une terre naturellement fertile du fait de son origine volcanique. À chacune des éruptions se sont répandus de petits débris riches en minéraux qui ont formé un engrais naturel. La vallée de la Marlborough profite également de la présence du fleuve Awatere qui agit comme un régulateur thermique. Mais les viticulteurs qui ont investi cette terre ont modifié le paysage et sa végétation. Un grand nombre de forêts sur les plateaux ont disparu. La vallée est moins protégée et les vents dominants s'y engouffrent plus facilement. Depuis 4 ans, le climat devient plus extrême, avec des épisodes de sécheresse et de froid plus intenses. Phénomène nouveau, même au printemps, les températures peuvent descendre en dessous de 0. En cette période de floraison de la vigne, c'est une catastrophe pour les viticulteurs. Stu Powell, climatologue, est missionné pour trouver des solutions à ce fléau. Cette zone a un climat très particulier. Il suffit de faire quelques mètres de chaque côté de cette route pour observer des climats très différents et des gels très différents. On enregistre des variations allant de 10 à 12 degrés par nuit froide dans toute la région. Nous avons connu quelques sévères périodes de gel au printemps dernier. 3 gels à vrai dire. Il est rare d'avoir 3 gels consécutifs à la fin du printemps en Nouvelle-Zélande. Et ça fait pas mal de dégâts dans la région, surtout par là, dans les terres. Ça fait partie de mon travail. Je fournis des prévisions relatives au gel à l'industrie viticole. Il y a des milliers de stations disséminées dans la région qui me permettent d'observer ce qui se passe. Stu Powell doit poser aujourd'hui une nouvelle station télémétrique dans l'un des vignobles de la vallée. Cette unité va permettre d'alerter et de contrer les effets du gel devenu fréquent au printemps, un moment où la fleur de la vigne est particulièrement fragile. Voici une station météo et une alarme anti-gel. Son rôle est de donner des avertissements aux vignerons en cas de gel. Lorsque la température critique de 1 degré est atteinte, l'alarme déclenche cette éolienne qui empêche le vignoble de geler. Cela leur permet de surveiller la température en temps réel et leur offre une meilleure compréhension de la présence de gel sur le vignoble. Ces données sont alors accessibles en ligne ou sur un téléphone portable ou un ordinateur. Cette unité-là est l'une des plus basiques, mais ces stations météo peuvent être construites dans le but de recueillir toutes sortes de choses. Précipitations, force du vent, humidité, sol, hygrométrie. Et peuvent être très sophistiquées. Tous ces outils, toute cette technologie aide à améliorer les opérations de tous les jours sur le vignoble. Vous voyez les hélices qui commencent à tourner là-haut. Quand elles iront assez rapidement,
Elles vont attirer l'air chaud qui est bien au-dessus du sol en le propageant au niveau du sol en cas de gel. Il y en a des milliers aujourd'hui dans le district de la Marlborough. Si certains bouleversements climatiques dans la région de la Marlborough sont induits par l'homme, à 1000 km au nord, ce sont les viticulteurs qui doivent s'adapter à de nouveaux effets de la nature. Le réchauffement climatique entraîne une hausse des températures, provoquant depuis 5 ans des étés plus longs et plus chauds, bouleversant tout un écosystème au nord du pays. Sur la minuscule île de Waikiki, les viticulteurs assistent à un phénomène surprenant et qui n'est pas sans conséquence pour la vigne et les raisins. Chloé Somerset est l'une des plus jeunes viticultrices de Waikiki. Chaque jour, elle doit inspecter la dizaine de kilomètres de filets de protection qui couvrent son domaine. Ah, encore un trou ici dans le filet. Les oiseaux n'arrêtent pas de se poser sur ces branches et du coup, ils déchirent le filet. Je vais revenir plus tard pour le réparer. D'accord. Les filets de protection, qui représentent une particularité unique dans cette partie de la Nouvelle-Zélande, sont posés juste avant la maturité du raisin pour être retirés au moment des vendanges. Nous avons beaucoup d'espèces d'oiseaux introduites en Nouvelle-Zélande qui sont venues d'autres pays. Et ce sont eux qui mangent les raisins. Mais non seulement ils mangent les raisins, mais aussi ils abîment le fruit. S'ils donnent un coup de bec dans un grain de raisin, le grain sera ouvert et susceptible d'attraper toutes sortes de maladies. Donc ce n'est pas juste manger les fruits, mais c'est aussi les abîmer et en réduire la qualité du vin. Les étourneaux peuvent former des nuées de plus de 100 000 individus. Mais il suffit d'une troupe de 5000 pour engloutir 1 tonne de raisin en une dizaine de journées. Une perte colossale pour les viticulteurs. Chloé possède une exploitation de taille moyenne où l'utilisation de filets reste encore possible. Mais pour les grandes exploitations qui couvrent des milliers d'hectares, cette technique de protection s'avère impossible et une autre solution a dû être trouvée. Il y a des éleveurs de faucons dans le sud du pays qui éduquent des rapaces dans les vignobles afin qu'ils en fassent leur territoire et qu'ils pourchassent les autres oiseaux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de faucons pour assurer la sécurité de tous les vignobles. Les vignobles qui utilisent cette méthode sont évidemment plus étendus. Ils n'ont pas l'infrastructure adaptée pour poser des filets comme ici. Sur 100 hectares de Sauvignon blanc, ce serait démesuré. Je vais y aller, j'ai une dégustation. On se voit au déjeuner? Ok, je vais terminer ça. Merci Nick. Produire du vin en Nouvelle-Zélande est un défi. C'est se confronter avec humilité à une nature sauvage et imprévisible. Mêlant l'esprit de conquête des pionniers et le respect de la terre des premiers habitants, les viticulteurs néo-zélandais ont réussi à adapter la vigne à ce terroir du bout du monde dans l'acceptation des contraintes et des colères de la terre, transformant les grands espaces de la Nouvelle-Zélande en vallées viticoles de renommée internationale.